Mesdames, Messieurs, chers membres de la nautique, chère Justine, cher Pascal, chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ce soir à la rencontre de Justine, navigatrice genevoise dont le talent et la détermination forcent le respect. C'est l'idée de cet événement m'est venue, chère Justine, le 25 janvier dernier, lors d'un après-midi en famille, devant la retransmission de votre arrivée au Sable d'Olonne à la fin du Vendée Globe. Je me suis alors dit que j'adorerais pouvoir vous rencontrer et entendre le récit de vos exploits, dont je suis enchantée de vous rencontrer ce soir et merci pour l'organisation de cette rencontre. Alors avant de vous céder la parole, je souhaite montrer combien les 3 valeurs qui nous animent au quotidien à la Banque cantonale de Genève trouvent naturellement leur place dans l'art de naviguer. D'abord l'authenticité. En mer, impossible de tricher. Pour avancer, il faut mettre à profit ce que l'on maîtrise, admettre ce que l'on ignore et accepter les aléas. Comme un navigateur, nous devons nous aussi, en tant que banquiers, rester vrais et transparents, même lorsque les décisions que nous prenons ne sont pas celles espérées. Vient ensuite le courage. Bon, là, il est évident que le vôtre est sans commune mesure avec le nôtre. Néanmoins, si la voile est l'art d'affronter l'incertitude, savoir agir au bon moment, même en cas de peur et de doute, dans notre quotidien aussi, nous sommes appelés à faire face aux défis, à affronter les tempêtes et à garder le cap vers ce qui compte vraiment. Enfin, l'équité. Sur un bateau, chacun a son rôle, aucune tâche n'est secondaire. Chacune contribue à la sécurité et à la performance du navire. L'équité, c'est reconnaître la valeur de chacun, équilibrer les efforts pour que l'équipage avance ensemble. Ce principe vaut en mer comme dans notre institution bancaire. Une équipe n'est forte que si chacun peut y prendre une place juste, reconnue et utile. Authenticité, courage et équité, 3 valeurs essentielles qui, pour vous comme pour nous guident au quotidien. Alors, chère Justine, je vous remercie d'avance pour tout ce que vous allez partager avec nous ce soir. Vous portez haut les couleurs de la voile. Vous nous rappelez que les grands exploits se construisent dans des heures silencieuses de travail, de préparation et de courage. Nous sommes tous admirateurs de vos exploits et avons hâte d'en apprendre plus. Merci à toutes et tous présents ce soir pour votre confiance. Je vous souhaite une magnifique soirée et cher Pascal, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Justine Métro, vous êtes navigatrice qui n'a échappé à personne. Née à Genève en 1986, vous avez grandi à Versoix et vous avez commencé à naviguer dès votre plus jeune âge sur le bateau familial. À 16 ans, vous intégrez le centre d'entraînement à la régate, le CER, à Genève, où vous affûtez votre goût pour la compétition en participant à plusieurs Tours de France à la voile. En parallèle, vous devenez skipper pour des camps de voile et l'attraction pour le large prend elle aussi de plus en plus de place. Après 10 années au sein du CER, vous naviguez pendant 2 ans sur l'Eddy 4, D35 skippé par Donna Bertarelli et profitez des hivers pour partir pour des navigations au long cours aux 4 coins du monde. Puis, vous vous lancez dans le grand bain et participez avec Teamwork à la Mini Transat 2013. Vous vous classez 2e du classement général en série et vous êtes la première femme à monter sur cette marche du podium. En 2014-2015, vous participez à la Volvo Ocean Race au sein du Team SCA, un équipage entièrement féminin skippé par Sam Davies qui terminera la course en 6e position. Puis, à partir de 2016, vous menez un projet Figaro, participant à 4 éditions de la solitaire, toujours sous les couleurs de Teamwork. Vous terminerez en 7e position en 2017, c'est votre meilleur résultat. Entre-temps, vous enchaînez les expériences. Une Transat Jacques Fabre avec Bertrand Delaine sur le Classe 40 Teamwork, participation à quelques étapes de la Volvo Ocean Race 2017-2018 avec Dong Feng, qui remportera cette édition, record du Tour des îles Britanniques à bord d'un Classe 40. À partir de la fin de l'année 2020, vous intégrez l'équipe IMOCA américaine, les 11 Hour Racing Team, en vue de The Ocean Race en 2023. Avec eux, vous participez à The Ocean Race Europe, la Transat Jacques Vabre 2021 aux côtés de Simon Fischer, et vous engrangez énormément d'expérience sur IMOCA à foil. À l'été 2022, Teamwork, votre partenaire historique, annonce l'acquisition de Charal 1 afin de vous accompagner jusqu'au Vendée Globe 2024. Après de très beaux résultats
sur vos premières courses en solitaire en IMOCA en 2022, avec notamment une 7e place sur la route du Rhum. Vous partez rejoindre l'équipage pour faire le tour du monde avec escale. Vous participez à plusieurs étapes aux côtés de l'équipe 11th Hour Racing dans la célèbre étape 3 entre Cape Town et Itajaí. L'IMOCA américain, skippé par Charles Enright, remporte finalement le tour du monde en équipage avec escale, non sans quelques difficultés, marquées notamment par une collision avec Guyot Environnement Team Europe lors de la dernière étape. Par la suite, vous retrouvez votre IMOCA Teamwork pour la saison en double aux côtés de Julien Villon. Lors de la Transat Jacques Vabre, votre tandem réalise une échappée vers l'ouest qui vous permet de décrocher une honorable 6e place. En mars 2024, vous annoncez la signature d'un nouveau partenariat avec le groupe SNEF. Votre IMOCA devient donc Teamwork Team SNEF avec en ligne de mire le départ du Vendée Globe où vous décrocherez la 8e place après une lutte acharnée pour rester dans le top 10. Vous êtes à ce jour la femme la plus rapide du Vendée Globe. C'est un plaisir et un honneur de vous entendre ce soir, Justine Métro. Merci beaucoup. Merci. Merci Pascal et bonsoir à tous. Donc voilà, comme vous l'avez compris, on va parler ce soir de course au large et puis surtout du dernier Vendée Globe. Donc on va pas revenir trop longuement sur mon parcours, mais je pense que parce que Pascal vous a refait un peu voilà, tout mon parcours et toute mon expérience et un peu le palmarès. Mais ce que je peux dire encore, c'est que c'est vrai qu'en grandissant à Versoix, en tant que jeune femme, je pensais pas un jour faire cette carrière-là. On est quand même assez peu de marins en Suisse à pouvoir vivre de notre sport. Et voilà, j'ai eu de la chance. Effectivement, c'est c'est aussi beaucoup de travail, mais j'ai aussi souvent eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, de pouvoir avoir des opportunités pour pouvoir devenir professionnelle, comme ça a été le cas notamment avec le projet Lidica de Nonna Bertarelli. Aussi en 2014, d'avoir un équipage féminin qui repartait sur le tour du monde en équipage, alors que ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de projet. Donc voilà, c'est du travail, essayer de saisir les opportunités qui se présentent et puis avoir la chance aussi qu'elle soit là au bon moment quand on, voilà, quand on a l'expérience et puis les compétences pour pouvoir rejoindre certains projets. Donc voilà, comme disait Pascal, avec Teamwork, on a lancé le projet Vendée Globe en 2022 pour pouvoir aller courir le Vendée Globe 2024. Donc le Vendée Globe, pour ceux qui connaîtraient un peu moins cette course, donc c'est tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Sans assistance, c'est pas complètement vrai aujourd'hui parce que les bateaux, ils sont trop complexes pour que le skipper, il puisse toujours tout gérer tout seul. D'un point de vue technique, on a beaucoup de pièces mécaniques, on a de l'hydraulique à bord, énormément d'électronique. Les bateaux, ils sont complètement en carbone, énormément de cordage, et cetera. Donc pour tout ce qui est technique, on a le droit de demander de l'assistance à notre équipe quand on a un problème, donc de leur envoyer, les infos, des photos, peut-être des vidéos pour qu'ils nous aident à faire un diagnostic. Et puis après, à partir de ça, ils vont pouvoir, voilà, réfléchir, peut-être aller chercher des infos ailleurs s'il y a besoin de consulter les architectes ou et cetera et puis nous renvoyer une procédure qu'on va après devoir nous, faire tout seul à bord. Ils vont pas pouvoir prendre le contrôle, typiquement sur les ordinateurs ou quoi, mais par contre, on peut leur demander du conseil et voilà, ça, c'est vraiment précieux aujourd'hui parce que les bateaux, ils sont trop compliqués pour que, voilà, moi, je sois capable à chaque fois de comprendre exactement ce qui se passe et notamment au niveau de l'électronique et cetera. Mais c'est le seul domaine, c'est vraiment le seul domaine où on peut demander de l'assistance pour tout ce qui est, choix stratégique, choix météo, c'est clairement interdit sur le Vendée Globe d'avoir de l'assistance et c'est vraiment une des règles principales et puis aussi sur tout ce qui est mental, on n'a pas le droit non plus pendant le Vendée Globe d'être en contact avec, des spécialistes de voilà, qui soient, coach mental, psychologue du sport. Ça, c'est aussi interdit. Donc le parcours, vous l'avez en haut, donc départ des Sables d'Olonne, même dans les instructions de course qu'on a nous, c'est le parcours, il est assez simple. Départ des Sables, on laisse les 3 grands caps, à bâbord, donc cap Bonne-Espérance, cap Lewin, cap Horn et puis, à ce moment-là, on peut remonter, vers les Sables d'Olonne et puis on a aussi tout autour de l'Antarctique une zone, interdite, une zone des glaces qui est censée nous protéger et dans laquelle on n'a pas le droit de rentrer, qui est toujours réadaptée, à peu près, 5-6 jours avant que le premier passe. Une certaine, voilà, une certaine partie de la zone, elle va être, réadaptée par la direction de course,
selon les dernières observations d'icebergs qui ont eu lieu. Est-ce qu'ils doivent la monter un peu pour que ce soit moins risqué? Est-ce qu'au final, les icebergs sont plus sud que ce qu'ils attendaient au départ de la course et ils peuvent rebaisser un petit peu cette zone? Mais une fois que les premiers sont passés, cette zone-là, elle est figée pour tous les autres concurrents. Donc voilà, moi j'ai participé à la 10e édition et puis la première édition c'était en 89 et maintenant c'est une course qui a lieu tous les 4 ans, donc la prochaine édition ce sera en 2028. Pour revenir un petit peu sur les bateaux sur lesquels on court, donc on court sur des IMOCA, c'est des prototypes, on n'a pas tous le même bateau. Sur le dernier Vendée Globe, il y avait les bateaux qui avaient été mis à l'eau entre 2005 et 2023 qui pouvaient courir. Donc il y a quand même aussi une diversité dans les générations de bateaux parce que ça évolue très vite. La technologie autour de nos bateaux, elle progresse très rapidement. Donc pas les 40 marins qui ont pris le départ de la dernière édition n'avaient pas tous le même potentiel, pour pouvoir faire des résultats selon l'âge de nos bateaux. Parce que ça a quand même une grosse influence sur la performance. Sur le premier Vendée Globe, je crois que le vainqueur, il arrive en 113 jours. Aujourd'hui, sur la dernière édition, c'est Charlie Dalin qui est aujourd'hui à le record de l'épreuve, il a mis 64 jours. Donc on voit bien qu'il y a quand même, voilà, pas mal d'évolution, ça va quasiment 2 fois plus vite que sur l'édition 89. Donc sur les IMOCA, on a pas mal, de règles à respecter, même si on fait des prototypes, il y a une jauge qui fait une cinquantaine de pages, qu'on doit respecter quand on conçoit les bateaux. Après il y a des choses assez simples, donc les bateaux, ils font 60 pieds, c'est un peu plus de 18 mètres. On a tous un mât, qui est identique maintenant je pense que ça doit faire, un petit peu moins de 10 ans. Vu que les mâts avaient tendance à casser, que c'était des parties fragiles, la classe a fait le choix d'imposer certaines parties pour limiter les risques et limiter, le nombre d'abandons typiquement sur les Vendée Globe. Donc aujourd'hui, on a tous un mât de 28 mètres en carbone et qui est le même pour tous les bateaux. On le commande chez un fournisseur qui est le même pour tous et puis on le reçoit. On n'a pas de développement à faire sur cette pièce-là. C'est pareil aussi sur le voile de quille, donc qui est en métal et qui tient le bulbe qui est en plomb, qui fait, un minimum de tonnes 2, qui aide à tenir le bateau à l'endroit. Donc ça aussi, c'était des pièces sur lesquelles il pouvait y avoir des soucis. À une époque, ça se faisait en carbone. Donc aujourd'hui, c'est pareil pour tout le monde aussi. Toutes les pièces qui pouvaient poser problème, voilà, l'organisation de la classe a fait le choix d'essayer de les sécuriser, d'augmenter les coefficients de sécurité, et puis de les rendre, monotypes pour qu'il y ait plus de problèmes. Largeur du bateau, à peu près 5,5 m ou un peu moins aujourd'hui et puis, ben, une des grosses évolutions qu'on a eues ces dernières années, c'est les foils. Donc voilà, c'est des pièces en carbone qui font un peu plus de 300 kilos aujourd'hui et puis, voilà, c'est apparu sur les IMOCA en 2015 et ça a permis vraiment, d'apporter encore de la puissance au bateau et puis, ça agit un peu comme des ailes d'avion sur l'eau. Ça va les aider à se soulever un peu et puis à pouvoir, aller encore plus vite que ce qui était le cas, dans le passé. Donc ça a vraiment ajouté de la performance, sur les bateaux. Il y a encore, je pense ces dernières années, les architectes, les ingénieurs ont vraiment aussi progressé sur, la forme de ces foils pour essayer de les rendre de plus en plus performants. Et puis comme vous pouvez voir aussi sur le dernier dessin, on a une quille qui est basculante, donc ça se fait en hydraulique. C'est presque une des choses les plus faciles, un des réglages les plus faciles à faire sur le bateau. On n'a qu'à appuyer sur un petit bouton, mais on peut aussi l'anguler d'à peu près 40°, quoi. C'est 40° maximum. Et puis, voilà, ça va permettre aussi, ben, comme si on venait mettre, des équipiers au vent, de pouvoir, accepter de garder plus de toile sur le bateau. Donc tout ça, ça ajoute de la performance au bateau. Nous, on a commencé le projet à l'été 2022. Pour se qualifier pour les Vendée Globe, il faut participer à un certain nombre de courses. En tout cas, sur l'édition précédente, plus on participait à des courses, plus on les terminait, plus on était en haut de la liste des partants. Parce il y avait, au tout début, il y avait à peu près 47 projets pour 40 places. Donc il y avait toujours un petit peu cette pression-là d'être sûr de pouvoir être dans les 40 à partir, parce qu'il y a énormément d'engagement, bah, de la part de nos partenaires, de l'équipe qui est autour de nous, etc. Donc, pour courir le Vendée Globe, on a l'obligation de participer à certaines courses majeures, dont certaines transatlantiques, notamment en solitaire, de les terminer, pour pouvoir, prétendre à être au départ du Vendée. Et puis pour préparer ces courses aussi plus petites qui nous permettent de préparer le Vendée Globe, et ben, il y a toute une préparation, sur l'eau. Donc on va faire beaucoup de navigation, ce qu'on dit navigation technique, qui sont des navigations qu'on peut faire tout seul, où on va passer du temps sur l'eau à tout fiabiliser, être sûr que tout soit bien en place, que tout fonctionne bien à bord, que les voiles sont bien en place et cetera. Faire aussi des navigations quand on a des choses, spécifiques à tester, certains réglages qu'on veut voir. Donc
Chaque fois qu'on navigue aussi, on enregistre toutes les données du bateau et ça va nous permettre de faire de l'analyse de performance après pour pouvoir, construire, nos tableaux de voile, nos tableaux de réglage, qu'on pourra après, réutiliser ensuite sur les courses. Nos polaires aussi de vitesse qui vont nous, permettre de faire, les routages météo, de pouvoir déterminer les meilleures routes à suivre en fonction des fichiers météo. Donc ça, c'est une partie du temps. Et puis après, ben, vous voyez une image aussi en haut, moi je m'entraîne aussi avec le pôle Finistère course au large qui est basé à Port-la-Forêt, qui est un des centres d'entraînement les plus réputés. En tout cas, c'est là-bas qu'il y a le plus, d'IMOCA, donc de bateaux qui vont faire le Vendée Globe, qui s'entraînent avec les meilleurs coureurs. Et eux, ils organisent des stages, 5 ou 6 fois dans l'année où on va se retrouver pendant 3 jours avec les autres concurrents. Donc tout le monde se retrouve à Port-la-Forêt et puis on va faire, soit des comparatifs de vitesse, soit, des parcours d'entraînement de 24 ou 48 heures où on prend voilà, c'est un peu comme une course, on prend un départ qui est donné comme dans une procédure, de vraie course et puis après on a un parcours à réaliser qu'on va enchaîner ou parfois on va s'attendre pour pouvoir, se remettre les uns à côté des autres et refaire des comparatifs. Mais voilà, c'est des entraînements qui se font aussi, un peu plus en mode large et vraiment en situation de course et c'est une préparation qui est assez importante. En tout cas, moi, j'essaye de vraiment toujours être à ces stages parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les coureurs et on apprend toujours énormément en pouvant, voilà, se retrouver, à côté de nos de nos futurs, concurrents. Donc voilà, il y a une partie de préparation sur l'eau, il y a une partie bien sûr de préparation technique qui prend beaucoup de temps aussi. Généralement les bateaux, ils sont sortis de l'eau, sur une année normale, on finit les transatlantiques, au mois de novembre. Là, typiquement, mon bateau, il sort de l'eau demain, donc toujours à peu près début décembre et puis après il y a une période de chantier, qui dure, normalement à peu près 4 mois, où le bateau, il va être, démonté complètement, voilà, à la fin de sa saison de course. Tout va être checké. S'il y a des réparations à faire, ça va être fait à ce moment-là. S'il y a des optimisations qu'on voulait faire, on va les faire à cette période-là aussi. Et puis après, on remet le bateau à l'eau et puis il y a énormément de maintenance, tout au long de l'année par notre équipe technique pour être sûr que le bateau, il soit toujours prêt à pouvoir, aller s'entraîner et aller courir. Il y a, voilà, des petites choses qui se cassent ou des petites choses qu'on veut optimiser, ça c'est fait aussi après au courant de l'année. À côté de la préparation sur l'eau, il y a bien sûr aussi, pas mal de préparation physique parce que c'est vrai que c'est des grosses machines quand même sur lesquelles on navigue. Il y a beaucoup de toiles, donc surtout quand on est tout seul, c'est quand même, super engageant, physiquement. Les manœuvres, elles sont longues. Quand on change une voile, ça prend vite 40 minutes. On passe, beaucoup de temps à la colonne. On a des voiles qui sont lourdes à déplacer, beaucoup de matériel dans le bateau. Donc voilà, ça ça prend du temps et on essaye de bien être en forme, en faisant, voilà, de l'endurance, du cardio, de la musculation. C'est difficile, je pense, de reproduire en entraînement l'intensité après qu'on doit mettre sur le bateau quand on fait typiquement un entraînement, de 24 heures où on va faire tout seul. Ça participe aussi à la préparation et puis on essaye aussi, d'être bien, voilà, d'être bien en forme et d'être bien, gainé pour éviter les blessures, au dos parce qu'on est, voilà, quand même toujours sur un support qui est mouvant, en train de déplacer des charges lourdes donc il faut faire attention à ça aussi pour pouvoir, prévenir les blessures. Et puis après, il y a tout un volet aussi dans la préparation qui est préparation mentale. Parce que comme on l'a dit sur le Vendée Globe, on ne peut pas être assisté pendant la course, mais on essaye de bien se préparer en amont, pour pouvoir, essayer de de gérer les différentes difficultés qu'on sait qu'on va rencontrer quand on prend le départ du Vendée Globe. On ne sait pas vraiment lesquelles, mais on sait qu'il y en aura. Donc voilà, on essaye de bien se préparer, à tout ça aussi en amont. Moi, ça faisait pour le Vendée Globe, j'ai continué de préparer avec de me préparer avec le préparateur mental avec qui je travaillais depuis le début un peu de ma carrière aux courses au large, donc ça faisait 12 ans qu'on travaillait ensemble et puis du coup, voilà, on se connaît bien et puis on a essayé de faire un travail un peu plus spécifique, adapté au Vendée Globe. Et voilà, je voulais juste, parler un petit peu de l'équipe aussi, parce que c'est vrai que sur le Vendée Globe, on voit souvent, le skipper, son bateau, mais en fait, il y a beaucoup de monde derrière nous. Il y a une grosse équipe qui travaille pour la plupart à 100 à l'année, avec nous. La plupart des personnes qui étaient avec moi sur le Vendée Globe, ils étaient là aussi depuis le début du projet, donc c'est aussi, beaucoup de monde qui met beaucoup d'énergie pour nous aider à nous préparer et qui comptent pas leurs heures, dans les périodes, où c'est un peu chaud et il faut, voilà, des fois travailler, le week-end ou finir un peu plus tard. Donc dans mon cas, j'avais une équipe, d'à peu près 10, 12 personnes. Ouais, il y a vraiment plein de métiers différents. Il y a bien sûr, une personne qui va gérer le projet, donc un manager qui va, voilà, faire les budgets, les suivre, être en relation avec les partenaires, gérer, avoir un œil aussi sur tout ce qui est un peu événementiel, être sûr que, voilà, la globalité de l'équipe, elle fonctionne bien, gérer aussi, tout ce qui est ressources humaines.
Il y a une personne très importante, bah, vous l'avez vu un petit peu dans le film, c'est le directeur, technique. Dans mon cas, c'était Simone Gaïta, donc c'est la personne qui connaît, voilà, qui connaît le mieux le bateau dans sa globalité, qui va être en lien avec, voilà, les différentes personnes dont on a besoin pour que le bateau, il soit toujours prêt à aller naviguer. Donc ça peut être, voilà, sur les chantiers d'hiver, est-ce qu'on a besoin de prestataires? Est-ce qu'il y a des choses à voir avec les architectes? Voilà, c'est vraiment lui qui a la responsabilité de s'assurer que le bateau, il soit à chaque fois prêt à sortir du port et puis aller courir. C'est la personne avec qui je suis le plus en contact aussi quand je suis en mer, pour tout ce qui est justement, assistance, technique. On a un boat captain qui va gérer plus, ouais, qui est en haut, bah, qui va gérer plus, l'équipe vraiment en opérationnel sur le bateau, s'organiser avec les différents spécialistes de chaque domaine sur le bateau pour être sûr que le bateau soit prêt aussi. Donc c'est un petit peu la personne qui fait le lien entre le directeur technique et l'équipe. Sur les saisons où on court en double, on a toujours un co-skipper avec nous. Souvent, c'est une personne qui va aussi faire le lien avec, pour avoir un bon suivi sur la performance. Donc c'est aussi un rôle important. Hem, sur mon projet, j'avais aussi une ingénieure, donc qui va faire le lien avec les architectes quand il y a besoin aussi, qui va, voilà, s'il faut dessiner des pièces, s'il faut aller chercher des plans, s'il y a des modifications qu'on veut faire, bah, c'est aussi, une personne qui va gérer ces choses-là. Il y a bien sûr une personne qui gère la logistique parce qu'on a quand même une, assez grosse équipe qu'il faut, déplacer, nourrir quand on navigue, gérer l'avitaillement, gérer tout le côté administratif des projets aussi qui est assez conséquent. Donc c'est aussi un poste à 100. On a une personne qui s'appelle un gréeur ou un mateloteur, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est cordage, sur le bateau. Et puis, de tout ce qui est aussi gréement, le mât, les câbles qui tiennent le mât, et cetera. Il y a une personne qui s'occupe aussi de tout ce qui est plus les petites pièces mécaniques, les winches, toutes les poulies, tous les chariots, tous les petits roulements qu'on a sur le bateau. Donc ça, c'est aussi un poste spécifique. Dans mon équipe, on avait aussi un préparateur généraliste, donc qui s'occupe plus de certaines grosses pièces mécaniques comme les gouvernails, les foils, qui est la personne aussi qui va conduire le Zodiac quand on fait les arrivées, au port ou les sorties au port, parce que nos bateaux, ils sont trop gros pour qu'on puisse, sortir tout seul, avec nos petits moteurs, donc on a toujours besoin d'assistance. Sur mon projet, c'est la personne qui est responsable aussi du matériel de sécurité qu'on prend à bord, parce qu'on a, par exemple, 2 radeaux de survie, des balises, des gilets, voilà, tout plein d'équipements. Donc lui, il s'assure que tout soit toujours, bien à sa place, bien à jour pour chaque début de saison. Comme on l'a dit, c'est des bateaux qui sont complètement en carbone, donc on a une personne qui est spécialiste du composite, qui va pouvoir, bah, participer aux réparations quand il y en a pendant les chantiers d'hiver, faire des petites pièces quand on en a besoin, et cetera. Donc voilà, vraiment spécialisé dans tout ce qui est carbone. Et puis, ben, bien sûr, c'est des projets sur lesquels on doit raconter une histoire, donc il y a bien sûr le côté, communication avec les relations presse, et puis réseaux sociaux, et cetera. Donc voilà, toutes les équipes, qui partent sur le Vendée Globe, elles sont pas forcément autant staffées, certaines peut-être un peu plus, certaines beaucoup moins pour les projets qui voilà, pour les skippers qui partent sur des plus vieux bateaux, qui ont besoin de plus petites équipes parce que le niveau de performance visé, il est pas le même, ou parce que les bateaux sont un peu plus datent un peu plus et sont aussi un petit peu plus simples, il y a pas de foil, et cetera. Ils sont un peu moins complexes. Mais voilà, ça vous donne un petit peu, une idée, voilà, d'une équipe avec les différents métiers qu'on peut retrouver, sur nos bateaux, et donc chacun a un petit peu son domaine, de spécialité. Et puis, voilà, j'ai fait le j'ai fait le tour de ma présentation, et puis, Bah, Pascal, tu as quelques questions, je crois? on va poursuivre avec quelques questions, effectivement. On peut applaudir Justine pour cette présentation. Merci beaucoup. Et je vais évidemment vous donner la parole à vous aussi, mesdames et messieurs. Mais j'aimerais commencer par une chose toute simple. On a compris que vous avez commencé à naviguer sur le lac, mais l'appel de l'eau salée, il est venu très très vite. Moi, j'aimerais comprendre comment est née la vocation. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous où vous vous êtes dit, ah bah c'est ça que je veux faire. Oui, je pense que pour moi, un assez gros déclic qui était notamment lié à la mer, c'était, justement, tu en as parlé un tout petit peu, quand j'avais 16 ans, j'ai participé à un camp de voile qu'organisait à l'époque Jean-Paul Bechler, qui était un skipper qui lui organisait quoi, à la base, organisait des croisières, pour, le grand public, des gens qui avaient envie de voilà, d'apprendre à naviguer ou de partir naviguer. Et puis, ben, voilà, lui, il voyait que sur les bateaux, tous les skippers, c'était toujours, des personnes plutôt âgées.
et il avait envie de former des jeunes à pouvoir, prendre les responsabilités de bateaux en mer, gérer des équipages et cetera. Donc j'ai participé à un de ces camps où sur les bateaux, on n'était que des jeunes à bord, entre, 12 et 20 ans, je crois, et puis il y avait un bateau amiral avec, voilà, avec des adultes qui géraient, un peu tout ça, mais de loin, sans jamais monter à bord des bateaux. Et voilà, c'était vraiment génial de se retrouver, à bord avec, voilà, que des gens d'à peu près son âge. Il y avait vraiment une atmosphère super et ça m'a vraiment plu et puis ça m'a donné après, envie de naviguer plus pour moi aussi. Bah, c'est très modeste parce que de passer de ça, qui est déjà, une performance, hein, à Vendée Globe, heu, est Ouais, il est-ce y a eu quelques étapes. est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu une image, quelqu'un qui vous a marqué, dont une sorte de modèle, navigatrice, navigateur ou pas d'ailleurs, hein? Oui, bien sûr, bah, je pense qu'à mon époque, en tout cas quand j'étais adolescente, c'était la grosse, c'était là où Ellen MacArthur, performait vraiment. Donc je pense que pour beaucoup de navigatrices de ma génération, ça a été un exemple important. Alors vous l'avez dit dans la présentation, le Vendée Globe, c'est un travail d'équipe, hein, une équipe importante. J'ai bien compris qu'il y avait un manager. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est jusqu'à quel point vous supervisez tout? Bah, je pense que le skipper, il reste quand même au centre de son projet. C'est vrai que, voilà, c'est nous qui sommes aussi en relation avec les partenaires. Typiquement Teamwork, il me sponsorise depuis très longtemps. On a une relation qui est très proche. Il y a beaucoup de choses aussi qui passent, par moi dans ce cadre-là. C'est toujours aussi le skipper qui va valider qu'est-ce qu'on fait vraiment sur le bateau, comment on a envie de faire les choses. C'est vrai qu'on est très sollicité. On est vraiment un peu au centre de tout et du côté technique et du côté, sponsoring, on garde un œil sur les budgets, on est là aussi quand il y a des dysfonctionnements dans l'équipe. Mais c'est Donc par voilà. nécessité ou c'est difficile de déléguer? Non, il faut réussir à déléguer et pouvoir aussi se concentrer sur la performance, mais il y a plein de choses qui doivent quand même passer par nous pour qu'on soit content après voilà, de comment se passent nos projets et du bateau sur lequel on navigue. Quand je voyais toute l'équipe, là, je me disais que finalement, vous étiez un peu une chef d'entreprise? Oui, un peu ce côté-là. Après, c'est vrai que moi, j'ai une situation un petit peu particulière parce que mon projet, il est géré dans l'entreprise d'un autre marin. Donc, mon projet, il est géré dans l'écurie de Jérémy Bayou, qui s'appelle Bayou Racing. Donc, voilà, quand mon projet, il s'est, inséré là-bas, il y avait déjà plein de choses qui étaient en place, de l'expertise, des gens qui avaient des compétences, une expérience aussi de la gestion de ce genre de projet, donc, plein de choses qu'on pouvait réutiliser. Voilà, c'est vrai que moi, de ce côté-là, je porte pas la responsabilité, du projet, notamment financièrement et cetera. Mais voilà, ça re mais il y a quand même plein de côtés de gestion qui restent quand même pour moi. On a vu dans la vidéo qu'il y avait une préparation, physique assez importante, mais ça a aiguisé ma curiosité. Ça, c'est toute l'année, à des régimes différents? Les 2 mois avant la course, c'est un peu plus dur? Comment ça se passe? Non, c'est toute l'année, je dirais que c'est assez régulier parce que, ben, vu qu'on a aussi beaucoup d'autres choses à faire, voilà, moi j'essaie, typiquement d'aller faire du renforcement 2 fois par semaine avec une coach et puis après d'aller faire du sport en extérieur, d'autres choses, ou d'aller faire de la natation et cetera, mais c'est Du à côté, vélo mais c'est aussi? un peu ça le rythme, ouais. Vous êtes venu en vélo ce soir? Oui, mais je sais pas si ça compte en en préparation physique, mais Du côté du régime alimentaire, j'imagine que c'est toute l'année aussi, où il faut faire attention à ce qu'on oui, toute mange? l'année, on fait attention. Après, c'est vrai on n'est pas, je pense, au même régime que certains athlètes où la performance repose, entièrement sur le physique. Mais oui, on essaie de faire attention et puis typiquement pour le Vendée Globe, moi, j'avais travaillé avec une nutritionniste qui avait l'habitude de préparer des avitaillements, pour les coureurs, pas forcément de les préparer en tant que tels, mais voilà, de décider qu'est-ce qu'on embarque pour être sûr, d'avoir les bons apports, nutritionnels tout au long de la course et selon les différentes, zones dans lesquelles on va se retrouver. Est-ce qu'il fait plutôt chaud? Est-ce que quand on passe dans les zones chaudes, on n'a pas forcément envie des mêmes choses? Quand il fait froid, on a besoin d'avoir un peu plus de calories et puis être sûr, elle m'a apporté aussi surtout, je pense beaucoup d'idées pour pouvoir varier les repas et pas avoir de lassitude sur les presque 80 jours de course. Un petit paquet particulier pour Noël et Nouvel An quand même? Oui, des plats un petit peu plus voilà, effectivement, on est un petit peu plus soigné à la période des fêtes, ouais. Et est-ce qu'on vous cache dans les portions, des petits messages, d'encouragement? Oui, bah, j'en ai eu énormément, je crois que j'avais une photo de l'équipe, un peu par jour, donc ou de différents membres de l'équipe et puis, voilà, il y avait eu plein de choses, des amis, de la famille, tout au long de la course. Effectivement, on a un sac d'avitaillement par jour, comme ça on sait, voilà, on le sort typiquement le matin et on va pouvoir savoir aussi au bout des 24 heures, est-ce que j'ai bien tout mangé, ce que j'étais censé, consommer pour avoir la bonne énergie et puis, bah, voilà, ça se prête bien aussi pour glisser des petits cadeaux ou des petits messages, pour nos proches. Alors moi, ce qui me fascine le plus, c'est évidemment les grandes solitaires. Comment est-ce qu'on se prépare à vivre toute seule pendant 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes? Ben, c'est vrai que c'est un peu la difficulté parce que,
quand on part sur le Vendée Globe, voilà, on sait qu'on part à peu près pour 75 jours et quand on fait des transatlantiques qui nous aident à nous y préparer, ça dure 15 jours à peu près donc c'est comme, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à dire c'est comme, quand si on prépare un marathon en faisant que des kilomètres donc il y a quand même une grosse part d'inconnu quand on part, sur le Vendée Globe. Moi, j'avais eu la chance de faire, un tour du monde l'année d'avant en équipage, donc sur un bateau similaire, aussi en IMOCA. Donc, je crois la plus longue étape, c'était 40 jours. Donc, voilà, déjà, ça permet de se rendre un peu plus compte de comment ça va se passer. Mais c'est vrai que le côté, ouais, de comment on va le vivre tout seul, ça, je pense que c'est difficile de le savoir avant de l'avoir fait. Et alors, comment ça se passe? On s'engueule, on se parle à haute voix? Non, moi, ça m'arrive, très peu de me parler ou oui, bien sûr, des fois, on va jurer quand quelque chose se passe pas bien ou on parle un peu au bateau, on l'encourage, mais je pense que, en tout cas, personnellement, je parle assez peu, ouais. Et après ces 76 jours, 1 h 36 minutes et 52 secondes, est-ce que c'est compliqué de reparler avec des gens? Non, c'est c'est plutôt facile. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question de comment se passe le retour à terre, mais je pense que, voilà, la tête, elle s'y prépare un peu inconsciemment. On sait, voilà, on sait, 3 jours avant d'arriver que, voilà, que ça se rapproche et puis on est toujours content de retrouver les gens qui nous attendent. C'est toujours, ben, l'équipe qui nous accueille en premier. Voilà, moi, je suis toujours super contente de les retrouver parce que, voilà, comme on disait, ils ont mis beaucoup d'énergie dans le projet. Donc quand on les retrouve, que la course s'est bien passée, ben, c'est aussi un chouette moment pour tout le monde et on est content de partager ça avec eux. Donc voilà, ça se fait plutôt bien. On arrive à re-sociabiliser assez facilement. Alors, on a vu dans la vidéo qu'il y avait, interdiction d'avoir de l'assistance psychologique, pas de coach non plus. Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement à toutes ces journées en solitaire? Sur le bateau, on fait quoi? On médite, on prend le temps de se reconcentrer, il y a des techniques? Il y a des techniques, ça peut être, des techniques, typiquement de savoir bien, sur quoi on a le contrôle ou pas, des techniques un peu de schéma de pensée pour que typiquement quand on ait un souci technique, ben, qu'on s'éternise pas dessus, mais qu'on passe plutôt dans la résolution. Ça, c'est pour l'efficacité, mais pour le blues, il y a quelque chose? Ben, pour le blues, je pense c'est surtout d'arriver à voilà, à bien gérer ses émotions. Bien sûr qu'il y a des émotions et il y en aura, mais justement d'essayer de pas tomber dans le négatif et puis, typiquement, ben, un travail, un peu spécifique que moi j'avais fait pour le Vendée Globe, c'est que je savais que le côté technique, c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux. Moi, voilà, j'ai une formation d'enseignante, je suis pas ingénieure et cetera donc, je savais que typiquement, des fois, je pouvais avoir du stress dans les conditions dures quand il y a la peur de la casse qui est pas forcément justifiée, mais voilà, que c'était là donc, on a fait un assez gros travail avec mon équipe et avec, mon préparateur mental qui est venu à Lorient et on s'est dit: «Ben, il faut essayer de mieux te préparer aux soucis techniques pour que tu sois plus confiante» et donc on a, voilà, listé dans chaque domaine avec, chaque, spécialiste, ce qu'ils pensaient que je pourrais rencontrer comme problème, qu'est-ce que j'avais besoin d'avoir à bord et puis aussi, ben, m'entraîner à la résolution de ces différents problèmes, être sûr que j'étais le plus à l'aise possible avec le bateau et ça, je pense que ça m'a permis vraiment de partir plus confiante, et de moins ressentir, ce stress ou de plus l'avoir, voilà, sur le tour du monde. Alors, vous avez prononcé le mot «peur». Est-ce qu'il y a des peurs auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vous avez été confrontés? Non, je pense pas. Je pense que, voilà, avec mon expérience que j'avais pu avoir sur le bateau, où on est encouragé quand même, justement, comme on le disait, par les qualifications, à beaucoup naviguer sur nos bateaux, à beaucoup courir. Ça permet de partir en étant vraiment à l'aise sur le bateau et puis, voilà, en ayant pu faire le tour du monde aussi, l'année d'avant, je pense que je savais voilà, assez bien à quoi m'attendre. J'avais navigué sur des bateaux similaires dans les conditions que j'allais rencontrer, donc ça m'a aidé aussi à mieux savoir comment gérer le bateau. Typiquement, voilà, dans les mers du sud, dans lesquelles on va pas non plus, à part quand on fait des tours du monde je pense, pour une grosse partie des coureurs, quand c'est leur 1er Vendée Globe, ben, ils sont pas forcément allés dans le sud avant. Qu'est-ce qui atteint le plus le moral quand on est tout seul sur le bateau? C'est les pépins, techniques? C'est, une voile qui se déchire? Ouais, je pense que ça peut être les soucis techniques. Après, je pense que pour moi, ça a été plus peut-être la durée de la course ou peut-être, ben, voilà, moi, je pense pour moi, c'était peut-être les dernières semaines qui étaient les plus dures parce que bon, je pense qu'on a eu des conditions météo très dures. Voilà, il y a toute la fatigue qui a accumulé. On a fait déjà 2 mois de course et il faut encore tenir la fin. Donc, il y a voilà, un peu toute l'énergie qu'on a mis depuis longtemps, l'arrivée qui se rapproche, le bateau voilà, comme, on le dit dans le film, le bateau qui commence à fatiguer. Donc un peu, ouais, la peur aussi de la grosse casse, donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait, je pense, la complexité de la fin de la course, ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça le mal joli? Le mal joli, c'est, ce qu'on dit de la douleur de l'accouchement chez les femmes, hein, ça fait affreusement mal, mais pourtant on y retourne. Heu, 2028?
Oui, 2028, j'y retourne. C'est vrai que je pense que les marins, on a souvent la mémoire un peu courte parce qu'il y a des fois où voilà, on peut avoir, des conditions qui sont très dures pendant plusieurs jours et il suffit qu'il y ait, quelques heures, voilà, quelques heures où les conditions se calment, où il y a du le soleil qui sort et on oublie, rapidement tout, sinon certainement qu'on n'y retournerait pas. Mais oui, effectivement, bah, j'ai la chance de pouvoir, repartir sur le Vendée Globe 2028, toujours avec les mêmes partenaires, avec un bateau neuf qui est actuellement en conception, donc voilà, là, Il y a du boulot. il y a du boulot, ouais. Ouais. Donc voilà, ça m'a occupé aussi une partie de cette année et puis, voilà, je suis contente, l'année prochaine d'avoir un peu plus de temps aussi pour me consacrer à ça. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que vous faites partie des ambassadrices de Magenta Project. Qu'est-ce que c'est que Magenta Project? Oui, donc Magenta Project, c'est une association qui a été montée par, ben, les femmes avec qui j'ai couru sur le tour du monde de 2014-2015, donc du team SCA. Moi, j'étais pas très impliquée à ce moment-là parce que j'étais dans un autre projet, mais en fait, le constat à la fin de ce tour du monde, c'était de se dire: «Ben, OK, on a fait un tour du monde, en équipage sur un super bateau, mais c'est quoi les débouchés pour nous aujourd'hui?» Et en fait, voilà, les marins hommes, avaient plein d'opportunités de repartir sur des projets, sur la Coupe de l'America, sur, les maxi yachts, sur d'autres projets en équipage et en fait pour les femmes, voilà, il y avait pas de débouchés. Donc l'envie de cette association, c'était vraiment de pouvoir, permettre aux femmes, voilà, d'avoir plus d'opportunités, dans le haut niveau de la voile. Voilà, c'était ça vraiment ça l'objectif. Donc ça a été en créant des opportunités pour aller naviguer sur plein de supports différents. Et puis il y a quelque chose qui marche très bien aussi, qui est un système de mentorat qui existe depuis, je pense, une dizaine d'années. Et dans ce mentorat, c'est toujours une, navigatrice professionnelle ou très expérimentée qui va accompagner une navigatrice, voilà, plus jeune ou qui a moins d'expérience pendant une année scolaire. On est mis en binôme et puis on va essayer de voilà, d'apporter, ben, des conseils, d'aider la jeune personne à mieux cibler ses objectifs, essayer de lui voilà, donner des contacts, lui créer des opportunités, essayer de la guider pour pouvoir, voilà, lui donner plus de passerelles, pour qu'elle puisse, progresser dans ce sport. Ça a l'air de vous tenir à cœur parce que, vous avez parrainé la 50-50 Sail, en 2020. C'est aussi une course qui a pour vocation de faire un peu plus de place aux femmes dans ce monde, d'hommes. Oui, bah, c'est vrai qu'on reste dans un sport qui est majoritairement, masculin. Sur les courses au large, je crois sur le Vendée Globe, on était 15 de femmes, c'est déjà plus que sur certaines courses. Souvent, c'est plutôt un dixième. Donc on reste clairement minoritaire, mais voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place pour qu'il y ait plus de femmes, aux différents niveaux. Il y a voilà, certaines grandes courses dont le Tour du monde en équipage où maintenant c'est obligatoirement mixte. Et aujourd'hui, c'est complètement, ça fait pas très longtemps que ça est mis en place et il y avait des réticences au début, mais aujourd'hui, c'est complètement intégré, 5-6 ans après, il y a même, souvent des équipages où il y a plus de femmes à bord que ce qui est imposé. Voilà, les skippers font le choix vraiment d'embarquer juste les marins avec qui ils ont envie de naviguer. Il y a des filières aussi aujourd'hui, pour décrocher des super beaux projets qui sont très bien financés, qui sont à destination, uniquement de femmes. C'était pas le cas dans le passé et ça a permis vraiment à des femmes d'acquérir, des super compétences, et de vraiment performer ces dernières années en course au large. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, voilà, d'augmenter la mixité, de créer plus d'opportunités. C'est vraiment des choses qui contribuent, et qui vont contribuer, je pense, à amener de plus en plus de femmes, à haut niveau dans les différents, supports de voile. Vous avez l'impression d'avoir été freiné, vous, dans votre carrière parce que vous étiez une femme? Pour la poser autrement, est-ce que ce serait allé plus vite si vous aviez été un homme? Non, je pense que moi, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment, justement, comme on le disait, là où il y a eu des opportunités pour moi, bah, déjà ici sur le lac, dans l'équipage féminin de SCA qui m'a permis, voilà, d'avoir ma première re expérience autour du monde sur des gros bateaux, d'apprendre tout ça. Voilà, c'est des choses qu'il y avait pas forcément eu avant donc je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes femmes qui se lancent actuellement, il y a encore plus de débouchés et c'est tant mieux, mais moi, j'estime que j'ai déjà eu, beaucoup de chance et j'ai toujours pu, voilà, j'ai toujours eu des opportunités qui se sont enchaînées, j'ai jamais eu trop de temps mort et donc j'ai pas trop à me plaindre. Mais c'est aussi parce que d'autres femmes ont ouvert la voie, avant, c'est sûr. Je me tourne vers vous, mesdames, messieurs. C'est le moment de poser vos questions à Justine Métro. Alors, comme je sais que personne ne veut jamais poser la première question, je vais prendre tout de suite la deuxième. Très bien, la troisième. Ah, elle est pour vous. Ouais, j'ai une question, concernant le bruit. Oui. Je vois que c'est des bateaux qui vont vite, qui sont pratiquement toujours au planning.
Ouais. Donc ça vibre, ça fait du bruit. Comment on gère ça continuellement pendant 80 jours? Ben, on s'y habitue et puis, ben, typiquement pour dormir, moi je mets toujours des boules caisses, je dors pas sans, quoi. Puis après on s'habitue à les avoir donc ouais. C'est obligé, quoi. En tout cas, moi je suis obligé d'en mettre pour pouvoir me couper un petit peu du bruit et pouvoir me détendre. Ouais, c'est c'est indispensable. Autre question. Oui, bonsoir. Quelle est la relation finalement entre les différents compétiteurs dans un Vendée Globe? Je veux dire, l'ambiance entre l'autre, c'est l'ennemi absolu ou au contraire, c'est une sorte de partenaire? Non, alors c'est sûr qu'on a tous des affinités, avec certains marins parce qu'on les connaît mieux ou parce que des fois on a couru avec ou qu'on s'est plus croisés sur d'autres circuits avant. Mais non, l'ambiance elle est très bonne, c'est vrai qu'on s on bah, les autres, marins qui sont sur le Vendée Globe, c'est les seuls à savoir, vraiment ce qu'on vit. Donc il y a plutôt vraiment du soutien. On sait que si on a un problème aussi, c'est sûrement les concurrents qui seront les premiers à pouvoir intervenir et puis, typiquement, ça peut échanger, nous, on avait un groupe WhatsApp, typiquement avec, les 5 autres femmes, du Vendée Globe. On s'est envoyé des petits messages de temps en temps pour se soutenir ou pour, se raconter des blagues ou quoi que ce soit et puis c'est souvent plus avec les marins qui sont proches de nous. Typiquement, moi, j'ai fait une grosse partie de la course à côté de Boris Herman, donc on s'est écrit de temps en temps, voilà. On n'a pas le droit d'échanger sur la stratégie non plus, mais typiquement, on s'est dit des fois les soucis qu'on avait l'un ou l'autre, voilà, ça permet aussi juste de discuter un petit peu. La prochaine question est pour monsieur. Bonsoir, merci. Comment vous gérez le sommeil pendant ces 75 jours? Quels sont les cycles? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est beaucoup d'imprévus? Comment ça se Ouais, passe? bah, c'est quand même pas mal de prévu. En tout cas, il y a pas vraiment, un programme, défini parce que ça dépend tout de la journée qu'on va avoir. Est-ce qu'il y a des manœuvres à faire? Est-ce que les conditions, elles sont stables? Est-ce que les conditions se prêtent à se reposer ou pas? Ou c'est calme, il faut aller faire des réparations? Voilà, donc chaque jour est un peu différent. Les recommandations des spécialistes du sommeil qui sont aussi intéressés à la course au large, c'est, qu'il faudrait dormir idéalement, 5 heures par 24 heures au minimum. Pour, rester lucide et voilà, continuer à bien fonctionner et bien sûr, c'est jamais 5 heures, d'affilée, sur le Vendée Globe, moi, j'ai fait beaucoup 40 minutes ou 1 heure. On a comme une cocotte minute, qu'on voilà, avec laquelle on choisit, combien de temps on veut dormir. Ça sonne très fort à la fin et puis, voilà, peut-être qu'on peut enchaîner plusieurs siestes, à chaque fois on se réveille, on sort, on check que tout va bien. Et puis on va redormir, mais voilà, c'est comme ça qu'on gère et ça dépend vraiment des jours. Il y a quelques horaires, auxquels on essaye de se tenir, c'est la, sortie des fichiers météo qui est à 7 heures du matin anglaise et 7 heures du soir anglaise. À ce moment-là, on essaye voilà, c'est là où on va commencer à prendre les fichiers météo, refaire tourner les routages, être sûr qu'on est content avec la stratégie qu'on avait choisie précédemment. Et puis on essaye aussi, de bien se tenir au rythme des repas. Bien sûr, ça change un peu, vu qu'autour du monde, on change quand même assez rapidement de fuseau horaire. On s'adapte avec le moi, je m'adaptais avec le soleil. Mais, vu qu'on est en déficit de sommeil, ben, la manière la plus efficace après d'avoir de l'énergie, c'est par la nourriture. Donc c'est important d'être bien rigoureux sur, le fait de bien prendre ses 3 repas principaux par jour, déjà et puis si possible, ben, les snacks et tout ce qu'on a à grignoter, à côté. Et quand on rentre, on arrive à faire une nuit de 5-6 heures? Moi, j'arrive à faire même plus, mais je sais pas, ça dépend des marins. Il y en a certains qui se disent qu'ils se réveillent en stress, mais généralement, en tout cas, moi, ouais, moi, je suis plutôt, on peut enfin dormir sur ses 2 oreilles sans avoir, voilà, un bateau à surveiller ou sans être un peu sur le qui-vive. Donc typiquement, moi, je peux facilement dormir, 10-12 heures, d'affilée et puis me remettre, rapidement dans le rythme de la terre, quoi. Il me reste le temps pour 3 questions. La première sera pour monsieur, j'en mets 2 autres aux enchères. Monsieur, la dernière, elle sera pour vous. Bonsoir, félicitations et moi j'ai une question sur la performance. Vous Ouais. refaites le Vendée, Globe en 2028. Quand on part dans une course comme ça, on a un objectif, de perfo ou, on gère en fonction de, bah, sa stratégie météo et puis des résultats, de sa stratégie météo? Enfin, Ouais. comment vous recalez votre performance dans la course, en Bah, fait? je pense quand on part sur le Vendée Globe, on a fait beaucoup de courses avant, donc on sait à peu près où on se situe, dans le niveau de performance par rapport aux autres bateaux. Après, on sait qu'il y aura des imprévus, que pas tous les bateaux vont finir, que peut-être certains auront des soucis qui vont les pénaliser et cetera. Bah, je pense qu'on sait à peu près dans la tête ce qu'on peut viser et puis après, moi, j'ai l'habitude de plus travailler sur des objectifs, de travail. C'est aussi un travail qu'on fait en préparation mentale. Aussi pour s'enlever la pression, aussi pour pas être biaisé par la pression du résultat. Donc c'est plus de se concentrer sur la manière dont on a vraiment envie de naviguer. Donc ça peut être,
Ça peut être sûr justement, typiquement que la stratégie qui est quand même un gros levier de performance, on soit toujours bien rigoureux pour, bien faire notre analyse, être sûr qu'on va rien rater, et pas faire de grosses erreurs, stratégiques. Ça peut être le fait de bien manœuvrer pour être sûr qu'on va jamais faire de bêtises, de manœuvres qui pourraient, voilà, ou nos bateaux, si on fait une erreur, ça va toujours, ça va rapidement engendrer de la casse. Donc, voilà, de bien se dire, qu'est-ce que j'ai envie de gérer? Comment j'ai envie de naviguer? Typiquement de bien me gérer moi aussi, être sûr que je prends bien tous mes repas, que je m'hydrate bien, que je gère bien mon sommeil et cetera. Tout ça pour moi, c'est des leviers de performance. Je crois que sur le Vendée Globe, je vais avoir 7 ou 8 objectifs principaux qui sont après détaillés et puis, on essaye de se concentrer vraiment là-dessus et si on s'y tient, ça va amener la performance. Je pense que certains marins sont peut-être différents ou certains athlètes, pour eux, c'est vraiment une motivation de se dire, «Voilà, j'ai envie de gagner et j'y vais». Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas mon cas et moi, je me focalise plutôt sur la manière de fonctionner. L'avant-dernière question est pour monsieur. Oui, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va changer d'itinéraire avec le Vendée Club? Parce que c'est toujours la même course. Ouais, Pourquoi pas passer par le nord? j'espère que ça continuera d'être compliqué de passer par le nord parce que ce serait un meilleur signe pour le climat. Mais non, aujourd'hui, c'est pas possible le passage du nord-ouest et le passage, du nord-est, ils sont pas toujours ouverts, ça passe pas toutes les années. Donc voilà, et c'est pas forcément contre les ouais, c'est vraiment dans les mers du sud qu'on a ces grands régimes de vent d'ouest qui nous permettent de facilement quoi, ou «plus facilement» entre guillemets faire le tour du monde. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait le tour dans ce sens-là, c'est pour avoir, les vents avec nous. La dernière question. Merci, Justine, pour tout. Moi, Ouais. j'avais une question très simple. Quand tu fais, que tu as des dépressions, que tu es dans ce bateau, ça bouge, je veux dire, le lendemain, tu dis pas: «OK, j'arrête, je suis en arrêt médical». Quel conseil, je peux avoir de Justine Métro pour donner à mes enfants, pour dire de jamais rien lâcher, de toujours être compétitrice et d'avancer comme ça dans une course, aussi prestigieuse que tu fais? Et bonne chance pour, le prochain Vendée Globe. Ouais, merci. Peut-être que c'est un peu simple pour nous parce que de toute manière, une fois qu'on a fait la moitié du trajet, c'est plus la maison, elle est elle est plus proche, en continuant. Mais non, je sais pas trop, quoi dire pour, la motivation en tout cas en tout cas, je pense qu'il faut surtout trouver qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous donne envie de nous dépasser ou de nous voilà, ou de passer du temps pour progresser, de nous lever les matins et puis d'essayer de progresser. Mais en tout cas, je sais pas, je pense qu'une des motivations importantes, chez moi et je pense que c'est ce qui me plaît aussi dans notre sport, c'est qu'on peut toujours continuer d'apprendre en course au large. Voilà, la performance, elle vient de tellement de leviers différents, les bateaux, ils évoluent très vite. On peut naviguer tout seul à 2, à 25 sur des bateaux qui sont complètement différents. Donc en tout cas, le fait de toujours pouvoir apprendre, moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup. Mais après, je sais pas si ça répond complètement à la question pour vos enfants, mais Merci beaucoup. Alors, les performances de Justine Métro, on les connaissait. On a découvert ce soir son sens du partage et de la générosité en répondant à vos questions, aux miennes, et en nous présentant son formidable travail tout au long de l'année. Je pense que ça mérite allez, un 40e rugissant d'applaudissements. merci.